Ce soir, je vais vous raconter l'histoire tragique de la mort de John Jones dans la grotte de Nutty Petit, près de Salt Lake City dans l'Utah. John Jones était un jeune homme de 26 ans qui a tragiquement perdu la vie en 2009. Nutty Petit, cette grotte, située dans l'Utah, a été explorée pour la première fois en 1960 et elle est rapidement devenue célèbre pour ses passages étroits et glissants, ses torsions, ses virages et ses resserrements. Différentes parties de la grotte sont nommées en conséquence, telles que le canal de naissance, le parcours de l'orbe, le mangeur d'éclaireurs, le labyrinthe. John avait eu beaucoup d'expérience en spéléologie, mais pas récemment. Au moment de l'accident, John était étudiant pour devenir cardiologue pédiatre. Il était récemment devenu père et sa femme était enceinte de leur deuxième enfant. Le 24 novembre 2009, les frères de John et Josh ont décidé de raviver leur amour pour la spéléologie et ont choisi Nutty Petit Cave comme prochaine conquête. Il était 20h mercredi, quelques jours avant Thanksgiving, lorsqu'ils sont arrivés sur le site. 9 amis de plus les avaient rejoints. Tout s'est bien passé pendant environ 1 heure. Le groupe avait exploré la plus grande salle de la grotte, nommée le Big Slide. John, Josh et 2 de leurs amis ont décidé de relever un défi qu'ils avaient entendu, à savoir de passer par le canal de naissance. Un passage étroit et difficile qui s'ouvre finalement sur une pièce plus grande. John y est allé le premier. Il s'est tortillé pendant un certain temps, mais ne trouvait pas un lieu plus large pour se retourner. Il a continué à avancer, mais le passage étroit ne se terminait pas. Il prit un virage qui partait vers le bas, et en toute confiance, John avança. Il était dans un autre passage juste à côté, appelé Ed's Bush. Contrairement au canal de naissance, ne mène pas à une pièce plus grande. Ce passage ne mène nulle part. John a continué à avancer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus continuer. Il s'était glissé dans une fissure qui descendait presque tout droit, ce qui l'empêchait totalement de faire demi-tour. L'étroite crevasse dans laquelle il était piégé devenait de plus en plus étroite. La taille du passage en question est comparable à l'ouverture d'une machine à laver. Pris au piège, à plus de 100 pieds sous le sol et au fond de la grotte. Tout ce que John pouvait faire était d'attendre et de prier. Son frère Josh, qui le suivait, fut le premier à le trouver. Il a essayé de le tirer, mais ne réussit pas à le remonter. Et John a glissé de nouveau, plus profondément dans la crevasse. John était coincé avec une main épinglée sous lui et l'autre forcée en arrière. Josh se tortilla hors du passage étroit et se précipita vers la surface, et une fois dehors, a rapidement appelé les secours. La première personne à venir aider était Suzanne, une volontaire de sauvetage. Elle est arrivée vers minuit
faisait maintenant plus de 3 heures depuis que John avait été piégé à l'intérieur de la grotte. Petite, agile et rapide, Suzanne n'a pas tardé à rejoindre John. « Salut John, je m'appelle Suzy. Comment ça va? » »« Salut Suzy. Merci d'être venu, dit John. Mais je veux vraiment sortir. Dans les prochaines heures, des dizaines de sauveteurs sont arrivés. L'équipe de secours a rapidement réfléchi à des plans. Ils ont discuté de tout, même l'idée de lubrifier les murs de la grotte avec de l'huile, jusqu'à ce qu'ils décident d'utiliser une corde de sauvetage qui passe à travers une série de gammes d'escalade à une extrémité de la corde attachée autour des jambes de John et l'autre extrémité tirée par l'équipe. Dans un même temps, ils ont également essayé de creuser des morceaux de roche près de John. Mais le matériau dur et la position inconfortable ont fait du forage un travail lent et pénible. En plus d'1 heure, ils n'ont réussi à percer que quelques centimètres de la roche. La position du corps de John a également compliqué les choses. Il était pris au piège, presque à l'envers. Seuls ses pieds étaient visibles pour les sauveteurs et le plafond au-dessus des pieds était si bas que les sauveteurs ne pouvaient pas simplement le tirer, car ses pieds se mettraient en travers du chemin. Le temps passait alors que les sauveteurs travaillaient frénétiquement et échouaient avec leur premier système de gamme d'escalade. Ils ont ensuite essayé d'utiliser un système de poulies, ancrant les poulies avec des boulons, forant les boulons profondément dans les parois de la grotte. Tout était rendu plus difficile par l'étroitesse de la grotte. Même s'il y avait une grande équipe de sauveteurs, de bénévoles et de services d'urgence, seule une personne à la fois pouvait accéder directement à John. Pendant ce temps, l'état de John s'aggravait. Après une longue période, il commençait à avoir des difficultés à respirer et son cœur devait travailler 2 fois plus dur contre la gravité pour repousser le flux sanguin continu de son cerveau. Il passait du calme à la panique. À un moment donné, ils ont introduit un câble radio bidirectionnel dans la caverne et ils ont réussi à le lui abaisser pour qu'il puisse parler avec sa femme qui était près de l'entrée de la grotte en surface. John était maintenant pris au piège, la tête en bas depuis 19 heures. Tout a changé lorsque les sauveteurs ont enfin terminé d'installer leur système de poulies et ont commencé à retirer John. Ils ont travaillé avec un groupe de 8 hommes, tirant tous ensemble. John souffrait parfois beaucoup, alors il faisait des pauses fréquentes. Après l'avoir tiré vers le haut pour la 3e fois, John était finalement soulevé suffisamment haut pour qu'il puisse établir un contact visuel avec le sauveteur le plus proche de lui. Il avait l'air fatigué, ses yeux étaient rouges et son visage était sale. Mais il semblait aller bien. Ils prirent un moment de repos et décidaient de continuer à tirer John vers le haut. Il était presque sorti. Lorsque l'équipe de secours a tiré John vers le haut pour la 4e fois, l'équipe entière est tombée en arrière alors que la corde s'est soudainement détachée entre leurs mains. Le sauveteur le plus proche a senti quelque chose frapper son visage et il s'est évanoui pendant 1 seconde.
réalisa que l'arche de pierre, près des jambes de John, là où la corde était attachée, s'était brisée et que le verrou le plus proche s'était cassé. John avait glissé à nouveau dans la crevasse, cette fois apparemment encore plus profond qu'avant. Comme le sauveteur a subi de graves blessures au visage, dû à l'impact avec un mousqueton en métal, il ne pouvait continuer ses efforts. Et il a changé de place avec un autre sauveteur. Quand il a atteint John, il s'est rendu compte que la respiration de John était beaucoup plus superficielle et moins fréquente, et il luttait pour rester en vie. Le sauveteur a appelé John, mais il n'y a eu aucune réponse. Désespéré, il essaya de s'abaisser dans la crevasse pour mettre la corde autour de la taille de John, mais il s'est coincé lui-même. Après s'être enfin libéré, après s'être tortillé, il a percé un nouveau trou dans la poulie et a rampé hors de la grotte, épuisé, pour être remplacé par un autre sauveteur qui a atteint John, mais n'a pas pu prendre contact avec lui. Peu de temps après, un professionnel de la santé a rampé dans la grotte et atteint John. À minuit le 25 novembre, John a été déclaré mort. Au total, 137 sauveurs ont travaillé pendant 27 heures pour essayer de sauver John. Le lendemain, les autorités ont déterminé que c'était trop difficile et trop dangereux de sortir le corps de la grotte. Nutty Petit Cave restera à jamais la dernière demeure de John Edwards Jones. Une semaine après, les pouvoirs publics ont décidé de fermer la Nutty Petit Cave au public et ont scellé son entrée. La famille de John a fait apposer une plaque sur l'entrée de la grotte à sa mémoire. Quelques mois plus tard, sa femme accoucha et elle prénomma son petit garçon John.